Bonjour à tous et bienvenue dans Échos urbains. Dans l'épisode du jour, nous allons parler du vieillissement de la population et de l'adaptation des villes aux besoins de cette population qui est de plus en plus importante. Sur la décennie qui vient, la population des 75-84 ans sera en hausse de 2 millions de personnes. Pourtant, un exemple, 40% du parc social n'a pas d'ascenseur et pourtant on constate qu'il y a un vieillissement accéléré des personnes au sein du parc. Alors pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Florence Thibaud-Doreno, adjointe au maire du Havre, et Luc Broussy, auteur du rapport interministériel Nous vieillirons ensemble. Bonjour Florence Thibaud-Doreno. Bonjour. Bonjour Luc Broussy. Bonjour. Luc Broussy, on entend parler depuis quelques années du vieillissement de la population. Qu'est-ce que cela signifie exactement et quel impact cela va-t-il avoir sur nos sociétés? Écoutez, le vieillissement de la population, d'abord, c'est un phénomène heureux, hein. Pendant très longtemps, on l'a décrit comme une catastrophe potentielle. On parlait de péril gris, on parlait de phénomènes de ralentissement de l'innovation, de la croissance. Et on se rend compte, au contraire, d'abord, que c'est un fait établi. Il n'y a rien de plus prévisible que la démographie. Donc on sait à la virgule près combien il y aura de personnes âgées de 85 ans et plus dans notre pays en 2030, 2040, 2050. Donc nous avons deux choses à faire. La première, c'est à valoriser cette question de vieillissement. Individuellement, chacun a envie de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et au-delà de cette valorisation, on a à anticiper. Rien n'est plus prévisible une fois de plus que la démographie. Et donc, il nous faut prendre dès maintenant, non pas dans l'urgence, mais dès maintenant, des décisions qui vont avoir des conséquences pour les prochaines décennies. On a fait ce travail en matière de transition numérique. On est en train de le faire peu ou prou sur la transition écologique. La transition démographique, c'est un des trois grands défis posés, pas seulement à notre pays d'ailleurs, mais à la planète entière. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut, à mon avis, poser la question. Dans votre rapport Nous vieillirons ensemble, vous distinguez trois profils de retraités. Le retraité actif, qui a entre 60 et 74 ans, le retraité fragile, qui a entre 75 et 80 ans, et le retraité en perte d'autonomie à partir de 81 ans. Quels sont les besoins de chacune de ces générations? Bon, alors d'abord, évidemment, je donne ces trois catégories. Il va de soi qu'elles ne sont pas figées dans le temps. On peut être malheureusement très handicapé physiquement à 65 ans et encore très alerte à 90 ans. Il n'y a pas de frontière d'âge à ce point-là. Mais enfin, c'est vrai que globalement, vous avez les retraités qui vivent leur vie, qui sont autonomes, qui ne demandent rien à personne, à part quand même de vouloir être des citoyens comme les autres, de participer à la vie sociale comme les autres et de participer à la vie sportive, culturelle comme les autres dans nos villes et nos villages. Vous avez aussi la catégorie assez bien identifiée par les politiques publiques, parce qu'au fond, les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes âgées dépendantes, sont celles qui ont fait l'objet de l'attention, et c'est bien heureux, des politiques publiques et des pouvoirs publics. Quand on est en perte d'autonomie, eh bien, l'État, via les agences régionales de santé, s'intéresse à vous. Le département, via l'allocation personnalisée à l'autonomie, s'intéresse à vous. Bref, on a quand même si c'est jamais suffisant, même si c'est toujours, on a des besoins qui restent déficitaires, mais quand même, depuis 20 ans, 30 ans, les pouvoirs publics se sont concentrés sur la prise en charge de la perte d'autonomie. Et puis, vous avez au milieu une génération sur laquelle moi j'ai voulu effectivement mettre l'accent, qu'on schématisera autour des 75-84 ans. C'est une génération qui a deux caractéristiques. La première, c'est que, vous l'avez dit en introduction, son nombre va exploser. Plus 50% en 10 ans, on va passer de 4 à 6 millions de 75-84 ans. Ensuite, elle a une autre caractéristique, c'est qu'elle n'est pas complètement valide, elle commence à avoir des fragilités. C'est là qu'on commence à devenir veuve, c'est là qu'on commence à arrêter de conduire sa voiture, c'est là qu'on peut avoir quelques petites difficultés physiques, mais on n'est pas non plus en perte d'autonomie. Donc cette population-là, elle veut vivre sa vie dans son logement, dans sa ville, dans les rues, et avoir des loisirs, et surtout, continuer à avoir des relations sociales pour lutter contre ce mal du 21e siècle qui est l'isolement social. Et puis, un dernier élément plus sociologique, cette génération,
c'est celle qui est née après 1945. C'est les baby boomers. C'est celle qui avait 23 ans en mai 68. Et c'est une génération qui va vouloir anticiper, prévenir son vieillissement et qui va vouloir vivre intensément sa vie le plus longtemps possible. Donc, elle va, cette génération-là, non seulement être beaucoup plus nombreuse dans les années qui arrivent, mais elle va être probablement moteur de son propre vieillissement. Alors vous venez de le dire, la transition démographique va être l'un des principaux défis à relever pour nos sociétés. Florence Thibaudot-Reynaud, comment les politiques publiques peuvent-elles répondre aux défis du vieillissement? Effectivement, fort du constat que Luc Broussy vient de rappeler, on a nécessité dans nos politiques publiques d'avoir, un engagement fort sur le fait de ne pas avoir à subir, le vieillissement de notre population dans nos territoires, mais bien de le prévenir, de l'organiser, et effectivement de plutôt en faire une richesse sur notre territoire plutôt que de se dire que, on doit mettre en place des actions, quand, un peu on est dans l'obligation de le faire. Donc l'idée, c'est de faire, comme nous avons fait, et je pourrais donner l'exemple de la ville du Havre où Édouard Philippe a lancé une démarche globale pour prendre en compte l'enjeu du vieillissement et pour dire, nous avons, ce n'est pas que l'affaire de l'adjoint, aux affaires sociales qui, s'occupe, je vais schématiser, je vais un peu, caricaturer, mais le colis de Noël ou, le repas des anciens. On est aujourd'hui dans un ensemblier. Le maire doit pouvoir proposer sur l'ensemble de ces thématiques, que ce soit aussi bien sur l'aménagement urbain que sur la partie culture, sportive, santé et aménager ces politiques publiques en se disant comment on peut mettre, tout le monde autour de la table pour penser vieillissement de la population et faire en sorte que notre territoire soit bienveillant pour la population qui vieillit. Parce que quelque chose me dit que quand on est aussi bienveillant sur notre territoire pour des personnes vieillissantes, on l'est aussi pour des personnes qui aujourd'hui sont soit en situation de handicap, soit avec des jeunes mamans, avec des jeunes enfants. Donc c'est comment on pense avec l'ensemble des collègues et que ce soit pas que le domaine réservé de l'adjoint aux affaires sociales. Comme vous le dites, le vieillissement n'est pas que l'affaire de l'adjoint aux affaires sociales, mais doit infuser dans toutes les autres thématiques. Nos villes et métropoles ont une responsabilité dans l'adaptation des villes aux besoins de cette population. Qu'est-il possible de faire à l'échelle des villes et des territoires urbains pour accompagner le vieillissement des seniors? Alors au niveau des villes, effectivement, nous, on avait déjà bien avant, cette stratégie, vieillissement, hein, de cet enjeu du vieillissement, on avait déjà, mis en place des actions puisqu'on était dans le cadre de label, Ville Amie des aînés. On a, eu, une maison Dahlia, par exemple, qui, permet, aux personnes de pouvoir, voir comment on favorise l'adaptation du logement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une maison qui peut être visitée de façon virtuelle. On a un comité des usagers qui travaille sur, des usages et qui permettent, des équipements simples, accessibles à tous, et puis de voir comment ça pourrait effectivement, aller dans un logement. Ce qui permet alors là je rejoins, la dimension État avec, la prime Adapt, hein, chère à Luc Broussy, sur des aménagements qui peuvent être, financés et permettre, effectivement à un logement de pouvoir prévenir et justement de ne pas être dans cette perte d'autonomie, mais bien de faire de la prévention de l'autonomie. On a aussi une maison des aidants qui est ouverte depuis mai. Ça nous permet, effectivement de pouvoir, montrer qu'il est important aussi de prendre en compte les aidants, puisqu'on se rend compte que les aidants d'abord, hein, ils ont besoin d'être reconnus comme aidants et surtout, vieillissent un peu plus, prématurément et donc il faut qu'on prenne soin aussi des aidants. On avait mis en place depuis, très longtemps un dispositif qui s'appelle Domicile Libre, qui est un peu un prétexte aussi pour, lutter contre l'isolement, comme en parlait tout à l'heure Luc Broussier et permettre à des jeunes, notamment en service civique d'aller, discuter un peu avec, les personnes qui, ont pas forcément l'opportunité de pouvoir sortir autour d'un livre et de pouvoir proposer des activités. Donc toutes ces actions, en fait, ont besoin d'être mises en place comme un ensemblier par les collectivités locales et donc par les mairies, en considérant qu'effectivement, c'est l'affaire de tous. Le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées a lancé le 11 octobre 2022 le Conseil national de la refondation Bien vieillir. Vous co-animez ensemble le groupe de travail Adaptation. Je m'adresse donc à tous les deux pour cette dernière question. Qu'attendez-vous de ce Conseil national de la refondation? Je crois quand même que, moi j'ai été assez, dubitatif au départ sur, le principe même de ce Conseil national de la refondation, mais ça c'est encore, autre chose et appliqué au bien vieillir, on a pu avoir l'impression, lorsque ce chantier a été annoncé, qu'il constituait, au fond un peu un prétexte, à l'absence d'une loi grand âge qui était beaucoup, attendue par, le secteur et même par les parlementaires d'ailleurs de la majorité.
Bon, ça c'est fait, il n'y a pas de loi grand âge à court terme, et il y a ce chantier mis en place qui est censé aboutir au mois de mai prochain sur une feuille de route. Indépendamment du jugement qu'on peut porter sur ce CNR, l'important maintenant, c'est de lui donner du contenu. Et effectivement, c'est le travail qui nous a été confié avec Florence Thibaudot-Reynaud. On a 3-4 mois pour arriver à des propositions, moins d'ailleurs à des propositions, parce que ce qui est intéressant dans la démarche, c'était, je crois, une des conditions d'ailleurs d'acceptation de notre participation, c'est pas de faire le énième rapport. Il y en a eu beaucoup ces dernières années. C'est au contraire de prendre les propositions un peu phares qui ont été, notamment dans le rapport que j'ai pu produire, qui ont pu être émises ces derniers temps, pour leur donner cette fois-ci les moyens de leur opérationnalité. Donc, voilà quel va être notre travail dans les prochaines semaines, c'est de prendre un certain nombre de mesures très concrètes qui ont déjà été identifiées sur l'adaptation des logements, sur l'adaptation des villes, des mobilités, sur la question de la prévention individuelle, sur l'ensemble de ces domaines qui sont le champ de compétences que nous avons avec Florence dans ce CNR. Il va nous falloir formaliser des propositions extrêmement opérationnelles pour savoir comment bien les idées, les concertations que nous avons menées ces derniers temps peuvent maintenant devenir des mesures extrêmement concrètes qui vont irriguer le quotidien de nos concitoyens. Voilà le défi qui nous est posé. Donc, prudence, parce que moi, je ne suis pas assuré que tout ça est un résultat extrêmement concret. Mais enfin, nous voilà donc avec Florence à la manœuvre. Et donc, à nous aussi d'impulser ce que nous voulons mettre en évidence dans ce processus. Oui, comme l'a rappelé Luc Broussy, l'idée c'est vraiment, on entend bien peser sur le débat et de pouvoir faire remonter, la voix des élus de France urbaine, sur le sujet et c'est bien d'être, même si moi j'étais comme Luc Broussy un peu dubitative sur la démarche, mais bien d'être, autour de la table, et pouvoir, concrètement, montrer ce qui peut être fait, ce qui peut être utile dans les rapports, parce qu'aujourd'hui effectivement il y a suffisamment de matière pour pouvoir, savoir, dans quelles conditions et déjà des démarches et des actions concrètes qui ont déjà été plus ou moins mis en expérimentation. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de pouvoir bien peser dans le débat, être autour de la table et pouvoir remonter une feuille de route qui soit, opérationnelle et à la fois, comme le disait tout à l'heure Luc Broussy, on ne doit pas être dans l'urgence, on doit bien être dans quelque chose qui doit s'inscrire dans le long terme sur nos territoires parce que, ça s'applique à nous et je pense qu'il est intéressant aujourd'hui que, cette loi, peu importe comment on l'appelle, mais apparaît aujourd'hui comme, une feuille de route opérationnelle pour les collectivités, pour savoir répondre aux besoins aujourd'hui de nos concitoyens. Ne pas subir le vieillissement de la population, mais l'organiser et l'accompagner pour en faire une richesse pour nos sociétés, c'est ce que l'on retiendra de cet épisode d'Échos urbains. Merci Florence Thibaudot-Reynaud et Luc Broussy d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Urbaine sur notre site internet franceurbaine.org. Merci à tous d'avoir écouté Échos urbains, notre podcast. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de sa sortie. À bientôt!